puis tu le mets en plein écran, quoi. C'est bon, je peux démarrer? Voilà, cher étudiant de L1 BCGS, hein, je vais démarrer ce cours en mode online du fait de la situation, des conditions des amphis hein, qui sont vraiment très désastreuses, hein, avec une chaleur terrible. Bon, il va falloir qu'on utilise un autre moyen de pouvoir dispenser ce cours. Comme vous le savez, hein, aussi bien vous et moi-même, hein, donc on ne pourrait pas travailler dans ces conditions d'amphi pour 2 heures de suite, surtout par rapport à des heures comme 14 heures et 15 heures, hein, qui regroupent mes autres cohortes. Donc, j'ai préféré faire cet enregistrement du cours et en étant au maximum explicite avec un débit hein, relativement lent, où tout ce que je devais faire en classe, donc je l'ai transcrit ici dans le fichier PowerPoint qui va être présenté ici et que je vais partager avec vous. Donc, à la fin de cet enregistrement, vous aurez l'enregistrement même en tant que tel avec le défilé des présentations, mais aussi vous aurez en main le support, hein, ce qui fait que ces cours, vous pouvez visualiser ça hein, à maintes reprises pour bien comprendre les enjeux. C'est vrai que je vais continuer ce cours, même durant mon absence, parce que je vais m'absenter pour 2 semaines. Je vais faire un autre enregistrement et je vais voir un peu avec les techniciens de la faculté comment porter cet enregistrement en ligne de telle sorte que tous les étudiants puissent y avoir accès. Mais en amont, je ferai circuler à travers vos responsables d'amphi, que vous avez les amphis A, les cohortes A, B et C. J'avais déjà commencé avec la cohorte du mercredi matin, je crois que c'est la cohorte C, mais comme vous savez, hein, je n'ai pas pu terminer ce cours hein, du fait de la chaleur parce qu'à 9 heures, j'étais obligé d'arrêter. Mais ce que je fais dans le moment, je vais mettre tout le monde au même pied d'égalité et reprendre carrément donc ce cours. Alors, comme vous le savez, c'est un cours du second semestre hein, qui est intitulé Géodynamique externe, qui traduit tous les phénomènes externes et qui passent à la surface de la Terre au niveau des océans. Et ce cours est départagé en 2 modules. Hein, donc, tout ce qui est phénomène externe, ça va être dispensé dans le module BCGS 1261 et tout ce qui est milieu de sédimentation dans le module BCGS 1262. Mais faute, c'est une structuration du système LMD, mais c'est un cours qui regroupe l'ensemble des processus de géodynamique externe. Là, vous avez mon nom, hein, le professeur Serine Faye du département de géologie. Et je crois que beaucoup déjà ont déjà pris mes contacts et surtout le contact qu'on a eu en amphi avant de suspendre ces cours. Voilà, suivant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est un cours à 2 parties. La première partie, je vous donne ici le plan de tout ce qui est genèse des roches sédimentaires, la succession des processus, surtout le cycle des roches, le cycle d'ensemble, le cycle des processus sédimentaires, l'altération carrément, les processus d'altération des roches sédimentaires jusqu'au détail ici, et les types d'altération qui existent. Et quatrième point, on va parler du transport, dépôt de sédiments, pour terminer après à la classification donc, des roches sédimentaires. Et à la deuxième partie, ça va être le milieu de sédimentation. Hein, mais il faut dire que ce milieu de sédimentation, hein, donc on en parle depuis le départ. Hein, donc là, on a voulu un peu les séparer en deux. Mais depuis le départ,
on parle toujours et on continuerait de parler de milieux de sédimentation. Donc, comme vous le voyez, c'est la somme de tout ce qui se passe donc dans cette première partie. Pour cet enregistrement, je vais essayer au grand maximum, donc peut-être avec quelques pauses d'1 minute, mais que l'enregistrement va continuer sur les 3 sous-chapitres ici qui constituent l'enregistrement 1 de ce cours, qu'on va démarrer avec des rappels, parce que c'est toujours bon de mettre ce cours dans son grand contexte de géologie dans tous ces domaines. Suivant. Voilà. C'est le premier rappel de ce grand contexte. Vous avez les 3 catégories, 3 grandes familles de roches. Les roches sédimentaires qui sont en haut, vous avez les roches magmatiques qui sont à gauche, les roches morphiques qui sont à droite. Et les flèches indiquent le processus. Vous voyez que toutes les roches ici sont imbriquées, toutes les roches s'apparentent ici. Les roches sédimentaires peuvent se transformer en roches métamorphiques si le métamorphisme a lieu. Le métamorphisme, vous avez déjà fait dans le cours du premier semestre, qui dépendait aussi bien des conditions de température et de pression, aux températures et aux pressions, mais aussi de la disposition du CO2. Et vous voyez que la transformation de roches sédimentaires en roches métamorphiques, c'est un processus de paramétamorphisme que vous avez déjà vu au premier semestre. De la même manière, une roche sédimentaire peut se transformer en roche magmatique. Et ça, comme vous voyez, les roches sédimentaires vont s'enfuir en profondeur, prendre de la chaleur, prendre de la pression, subir le métamorphisme d'abord avant d'aller à la fusion. Et c'est la fusion qui donne un liquide magmatique qui dérive des roches sédimentaires. Et comme vous l'avez vu aussi en première année, ces fusions de roches sédimentaires, le processus d'anastexie sédimentaire donnerait beaucoup plus des roches, des magmas acides, qui généreraient des magmas, des roches magmatiques acides ici. Donc ça, c'est vraiment comment les roches sédimentaires, qui sont des roches exogènes, qui font partie de la grande famille des roches exogènes, parce que comme on va le voir, les roches exogènes, on fait référence par rapport à leur origine, qui est à la surface de la Terre, et ces roches exogènes comprennent aussi bien les roches sédimentaires comme première sous-grande famille et les roches résiduelles qui n'ont pas subi de transport, et on va le voir à l'intérieur. Donc, c'est ici pour vous montrer, donc, par rapport à cette grande famille de roches sédimentaires qu'on va étudier et les processus, comment ça se lie par rapport aux autres roches, les 2 autres types que j'ai mis en bas. Pourquoi je les ai mis en bas? Parce que ce sont des roches endogènes qui se sont formées en profondeur de la Terre, à des kilomètres ici, il y a même quelques kilomètres. Il s'agit du métamorphisme. Alors, si je viens au niveau des roches métamorphiques, les roches métamorphiques, ici, comme vous le voyez, c'est la même catégorie que les roches sédimentaires. Ça vient de roches préexistantes qui ont subi de nouvelles transformations. Ces transformations, c'est juste le processus, je me trouve là, les roches se métamorphiques de l'autre côté, c'est juste le processus de métamorphisme. Quand on dit métamorphisme, comme je l'ai dit, c'est des augmentations de température, c'est des augmentations de pression, mais qui n'atteignent pas le niveau d'anactexie. Donc la roche se transforme à l'état solide. Il n'y a pas fusion ici. Et on le voit, les roches sédimentaires vont se transformer en roches métamorphiques, c'est le paramétamorphisme. De la même manière, les roches magmatiques peuvent se transformer en roches métamorphiques, c'est ce qu'on appelle l'orthométamorphisme ici. Donc, pour ces roches, comme pour les roches sédimentaires, c'est une transformation de roches préexistantes, ici, surtout pour les roches métamorphiques,
à l'état physique. Puis vous avez les roches magmatiques. Les roches magmatiques, comme son nom l'indique, ce sont des roches qui dérivent d'un liquide magmatique. Donc, il faudrait un liquide silicaté. Donc, il y a eu fusion, donc en profondeur, en termes par rapport à la température, par rapport à la pression, de telle sorte que, ici, le liquide magmatique se constitue. Vous avez les magmas originels en profondeur qui résultent de la circulation, comme vous l'avez vu en première année, la grande chambre magmatique, en première année au niveau de la sténosphère. Mais aussi également, vous pouvez avoir des roches déjà qui existaient, qui étaient à l'état solide, qui se sont fusionnées par un asphyxie parce que la température est allée jusqu'à un niveau de fusion de même sorte que la pression ici. Et vous voyez que ces catégories de roches sédimentaires et de roches métamorphiques peuvent conduire à des roches. Donc ici, vous voyez, si on étudie pourquoi on le met dans ce contexte, si on étudie les roches sédimentaires, cela veut dire que on va retrouver les éléments du métamorphisme et les éléments du magmatisme, ça, plus particulièrement les minéraux du magmatisme et les minéraux du métamorphisme, en plus des minéraux qui sont spécifiques aux sédimentaires. Suivant. Alors, comme je l'ai dit, je répète ici, donc en main levée ici, pour ces trois grandes familles de roches, les minéraux que l'on retrouve, je dis les minéraux principaux que l'on trouve. Vous voyez, dans les roches magmatiques, obligatoirement, on n'a que des minéraux silicatés. Vous l'avez vu en première année, surtout par rapport à la classification des grandes familles de roches, les roches basiques, intermédiaires, acides, mais également tout ce qui était en rapport avec le diagramme de Bowen sur la suite réactionnelle qui montrait comment donc les températures conditionnaient des formations des minéraux silicatés. On va y revenir parce que ça va être un guise de rappel comment ces minéraux se sont formés, leur origine. Le quartz, pour les roches magmatiques. Les feldspaths, quand je dis les feldspaths, c'est les feldspaths alcalins, orthoses, sanédine et autres que vous avez déjà vus. Les feldspaths chalcosodiques, qui est la série des plagioclases que vous avez vu également. Vous avez les micas, avec les micas blancs, muscovites, et les micas noirs, biotites, que vous avez déjà vu aussi en premier semestre. Les pyroxènes et les amphiboles également, qui font partie de la classe des inosilicates que vous avez déjà vu donc au premier semestre, et les olivines que vous avez vu, qui est la classe, la famille des péridots, avec la phosphérite et la fayalite sur le groupe des péridots. Ça, ce sont les minéraux majeurs, les minéraux donc constituants majeurs des roches magmatiques, ici à ce niveau. Partout, tous les autres minéraux qui subsistent, ce sont des minéraux en très faible quantité, peut-être qui sont inférieurs à 5% de la roche. Puis vous avez la grande catégorie des roches métamorphiques que vous avez vu également. Vous verrez que dans les roches métamorphiques, puisque résultant de transformation de roches existantes ici, vous avez le quartz ici, vous avez les feldspaths, toutes les feldspaths alcalins, les feldspaths chalcosodiques que vous avez, les plagioclases. Vous avez les groupes des micas aussi que vous observez, ici également. Mais également, vous avez les pyroxènes qu'on observe également ici, plus les minéraux qui sont maintenant spécifiques au métamorphisme, c'est-à-dire le grenat, la storotide, le distène, donc tout ça que vous avez déjà vu, qui sont des minéraux spécifiques au métamorphisme, parce que résultant de la transformation de minéraux existants suivant de nouvelles conditions de température et de pression qui ont donné ces minéraux. Et voilà ce qu'on trouve comme minéraux
essentiels. On peut y avoir donc des carbonates, de la calcite également, surtout dans les roches de marbre que vous voyez dans les roches métamorphiques. Puis vous avez la catégorie des roches sédimentaires. On en trouve. Tout ce qu'on trouve normalement, ce qu'il y a dans les roches magmatiques comme ce qu'il y a dans les roches métamorphiques, si ces roches sont amenées à la surface grâce au mouvement tectonique, que ce soit des soulèvements de montagnes, que ce soit des grandes fractures qui ramènent ces roches magmatiques qui sont une origine de profondeur ici, uniquement de profondeur. Si on les amène à la surface de la Terre par ces mouvements tectoniques, on peut retrouver ces corps, ces minéraux que vous avez ici. Mais sauf que les minéraux que vous avez ici, leurs conditions de formation, c'est leurs conditions de formation d'origine, resteraient stables tant qu'ils sont en profondeur. Par contre, ces minéraux, si on les met dans les conditions donc, de surface, sur les roches sédimentaires, vous verrez que beaucoup vont s'altérer, vont se détériorer ici et vont complètement disparaître. Mais on peut reconnaître certains minéraux qui résisteraient, le quartz qui résiste toujours parce que, on va le voir, c'est l'un des minéraux les plus résistants. Les argiles, qui sont des transformations par altération des minéraux préexistants. On va le voir par quel processus on tombe sur des argiles. On peut avoir des reliques de feldspath. Bien vrai que ces feldspaths sont très altérables dans les conditions donc, de surface, mais on peut avoir des reliques ici. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle les minéraux carbonatés. La calcite, CaCO3, et la dolomite, CaMgCO3. Tous les deux, ce sont des minéraux carbonatés qu'il faut voir. Je dois préciser donc que vous devez bien retenir, la calcite peut se former en milieu continental, lacustre ou bien aquatique, comme en milieu océanique. Vous pouvez avoir de la calcaire lacustre, vous l'avez déjà vu dans vos TP, des calcaires qui se forment dans des milieux lagunaires parce que c'est une caractéristique de la calcite, ça se forme généralement dans les milieux peu profonds et un peu turbulents. Par contre, la dolomite, ce qui fait sa différence avec la dolomite ne peut se former qu'en milieu océanique. Donc, vous voyez déjà, je parle déjà de milieu, qu'en milieu océanique ici, alors que tous les deux, c'est des minéraux carbonatés, se forment et se désagrègent de la même manière ici. Vous avez les gypses et halites, vous les voyez, je les ai mis en bas parce que ce sont des minéraux qu'on appelle des minéraux évaporitiques. Quand on dit un minéral évaporitique, c'est un minéral qui s'est formé dans un pan d'eau, qui est en contact avec l'atmosphère et que l'évaporation forte de ce milieu aquatique fait qu'il y a une reprise de l'eau et une concentration des ions dans la solution, de telle sorte que le minéral précipite ici à ce niveau. C'est le cas du gypse, qui est du sulfate de calcium, et c'est le cas de la halite, qui est du chlorure de sodium ici à ce niveau. Donc on voit déjà des apparences. Vous ne verrez jamais dans une roche magmatique des gypses, etc. Il y a des minéraux qui sont spécifiques au métamorphisme. Il y a des minéraux qui sont spécifiques au sédimentaire, ici à ce niveau, parce que le métamorphisme, il y a une transformation en profondeur de la pression et de température. Donc, c'est de nouvelles conditions de pression et de température qui peuvent prendre d'autres de roches existantes parce que c'est une transformation physique. Dès l'instant qu'on va à une fusion, on ne parlerait plus du domaine du métamorphisme, on atteint le domaine de l'anatexie, le domaine donc de la fusion. Donc, j'ai tenu à faire ce rappel parce que ce sont ces minéraux qui se retrouvent, et ces roches qui se retrouvent à la surface
et qui seront mises à une nouvelle condition de surface et être attaquées par les facteurs de surface pour se transformer en roches sédimentaires. Suivant. Alors, j'y vais un peu plus loin en vous donnant un peu comment tous ces minéraux, comme on l'a pour les roches, comment tous ces minéraux se classent en famille. Se classent en famille et on les a classés en famille suivant les types d'agneaux qui rentrent dans leur constitution. On a ce qu'on appelle les minéraux natifs. Tout ce qui est, c'est des minéraux qui sont relativement isolés. Le minéral de l'or, le minéral de cuivre, qui sont des minéraux natifs qu'on trouve surtout dans les conditions de magmatisme ici. Ça se trouve surtout dans les roches magmatiques que vous voyez ici à ce niveau et avec quelques, certaines zones de roches métamorphiques ici. Puis vous avez cette grande catégorie d'oxydes et d'hydroxydes. Quand on dit d'oxydes, ce sont des minéraux où les anions majeurs, c'est de l'oxygène, O2-, ou si c'est des hydroxydes, c'est l'ion hydroxyde OH- qui est dominant. Et vous voyez ici ces deux catégories de roches, ici, l'hématite Fe2O3, qui est un oxyde, la goethite, qui est un hydroxyde ici, et vous voyez que c'est des oxydes et hydroxydes de fer ici, et qui sont des minéraux spécifiques du sédimentaire parce que c'est l'altération, c'est l'oxydation qui a fait que ces minéraux apparaissent ici. Puis vous avez toutes ces familles qu'on appelle des minéraux de sel. Ce sont des minéraux où vous avez donc le chlore, le fluor, le bromure, l'iode, qui constituent les éléments chimiques majeurs, les anions chimiques majeurs. Et un bel exemple ici, c'est la halite ici, NaCl que vous avez ici. Puis vous avez tout ce qui est carbonate. On vient de le dire, quand on dit carbonate, sa formule chimique, c'est CO3 2-, ici à ce niveau. Et vous voyez les minéraux carbonatés, comme on l'a vu, c'est la calcite, la dolomite, il y a l'anhydrite, et il y a beaucoup d'autres, même il y a des carbonates de fer qui existent. C'est tout ce qui est, là je donne juste quelques exemples, je ne fais pas une liste exhaustive, c'est juste quelques exemples de minéraux carbonatés qui sont donnés ici, parce que ce sont des minéraux du sédimentaire que vous voyez ici à ce niveau. Donc, puis vous avez les minéraux, ce qu'on appelle les minéraux sulfurés et les minéraux sulfatés. Sulfuré, c'est quand c'est le soufre, S2-, et sulfaté, quand c'est SO4 2-. Vous avez comme exemple la galène que vous avez déjà vue en TP, c'est le sulfure de plomb. Vous avez aussi la pyrite que vous avez vue aussi en TP, qui est le sulfure donc de fer. Et vous avez l'anhydrite qui est le carbonate sulfate de calcium que vous avez ici, mais il y a aussi d'autres minéraux sulfatés que vous voyez également, qu'on a également dans cette catégorie. Suivant, je crois qu'il y a un dernier groupe qui reste ici. Puis, vous avez tout ce qui est minéraux silicatés. Quand on parle de minéraux silicatés, ce sont les conditions du magmatisme. Leur milieu d'origine, c'est vraiment donc le magmatisme avec SiO4 2-. Vous avez tout ce qui est olivine, pyroxène, quartz, amphibole, feldspath. Je vous donnerai tous ces formules chimiques. Je ne vais pas vous demander de les retenir, mais c'est pour vous montrer un peu comment s'est fait la constitution, les charpentes ioniques de tous ces éléments que vous avez ici. Et suivant. Voilà, c'est ce que je disais toujours ici à ce niveau. Ici, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Pour vous donner que c'est très complexe. Et vous l'avez déjà vu quand vous avez fait la classification des différents tétraèdres qui sont là. La silice, vous l'avez vu.
c'est SiO2 parce que la silice, comme vous l'avez vu, c'est dans la classification des tétraèdres, où les oxygènes sont liés de tous les côtés ici, ce qui fait que la formule simplifiée, c'est de SiO2 et ça charpente le fait que les oxygènes se sont liés donc partout, ici dans cette grande catégorie que vous avez déjà vue en TP, vous montre ici un peu que vous avez des constitutions de minéraux très durs que vous avez ici, donc à ce niveau. Donc, voilà, 2 secondes. Comme je le disais, c'est quartz, ça fait partie de la famille des tectosilicates, quartz, feldspath, jusqu'au feldspathoïde. Tout ça, ça fait partie donc de la famille donc des tectosilicates où vous avez les oxygènes qui sont au bout des tétraèdres, donc se sont liés avec d'autres tétraèdres, ce qui fait que leur constitution est relativement donc dure. Puis vous avez les feldspaths alcalins. Le feldspath alcalin, l'une des manifestations les plus, c'est le KAL SI3O8. C'est l'orthose que vous avez vu, que vous avez même vu en TP, l'orthose rose que vous avez vu en TP. Vous voyez que ici, ça fait partie donc des tectosilicates que vous avez vu. Puis vous avez la série donc des plagioclases. La série des plagioclases, comme on l'a aussi enseigné en TP comme en cours, c'est une série. Ça va d'un pôle calcite, que le pôle calcite que vous avez ici, CaAl2 Si2O8, et puis ça va jusqu'au pôle sodique, NaAl Si3O8 ici à ce niveau. Donc vous avez l'anorthite en bas et l'albite en haut, ici, qui constitue la série des plagioclases. Et entre les deux, comme on vous l'a dit, donc albite, oligoclase, andésite, labrador, bitonite, anorthite, c'est toute la série donc des plagioclases que vous avez avec des pourcentages relatifs de contribution de Na et de Ca. Puis vous avez la biotite que vous avez ici. La biotite, c'est un ferromagnésien qui renferme du potassium, de l'alumine ici, à ce niveau. Vous voyez, c'est la classe des phyllosilicates que vous voyez. C'est un élément très complet. Et tous ces éléments que vous voyez ici, c'est des éléments qui sont facilement détachables ici, parce que c'est ça qui a servi à la liaison donc, des différents feuillets que vous avez. Puis vous avez ce groupe des inosilicates, les pyroxènes et les amphiboles que vous avez ici à ce niveau. Ces pyroxènes, vous voyez que c'est des ferromagnésiens que vous voyez ici, mais qui peuvent contenir du Ca et d'autres, que vous voyez, c'est la formule des fois, donc est très complexe. Ici, j'ai donné ici 2 exemples donc de pyroxènes. Vous avez, c'est tout un groupe de pyroxènes. Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine donc de minéraux de pyroxène. C'est pourquoi on les fait pyroxène avec S. C'est la même chose que pour les amphiboles aussi, qui sont des ferromagnésiens, tous les deux étant, parce que l'un est en chaîne simple, comme vous l'avez vu dans les tétraèdres, et l'autre est en chaîne double. Les chaînes doubles, ce sont les amphiboles que vous voyez ici. Puis vous avez ce dernier groupe qui sont les olivines ici, les olivines qui font partie des tétraèdres isolés qui sont les nésosilicates. Vous l'avez vu, ce sont également des ferromagnésiens ici à ce niveau, de telle sorte que les tétraèdres se relient avec des ions de fer ou bien donc de magnésium, ce qui fait que les olivines, du fait de cette liaison covalente que vous avez ici, parce que le tétraèdre de base étant par nature de charge négative, quand ça s'approche d'une charge positive, vous voyez la liaison qui se fait aussitôt ici, et c'est une liaison qui est facilement détachable. C'est pourquoi les olésines sont relativement très bien altérées dans les milieux ici. Suivant. Alors, comme d'autres, donc ici, vous voyez que je vous remets ici ces minéraux qui résultent pour ce premier groupe donc de minéraux sédimentaires, par exemple la calcite, comme on l'a dit,
hein, c'est du CO3, hein, carbonate de calcium. La dolomite, c'est du carbonate, hein, de calcium et de magnésium, ici, toujours. Hein. Vous avez l'anhydrite, hein, qui est une sulfate de calcium que vous avez ici, et les gypse, c'est une sulfate de calcium hydraté, hein, que vous avez ici, et la halite qui est du, hein, chlorure de sodium. Donc, vous voyez que ces trois ici, hein, ce que vous avez ici, ce sont des minéraux, hein, qui se forment par évaporation, hein, ce sont des minéraux évaporitiques que vous avez ici, et les minéraux que vous avez en haut ici, ce sont des minéraux de précipitation chimique, hein, qu'on va voir par la suite. Puis vous avez les minéraux sulfureux. Les minéraux sulfureux se forment dans les conditions de magmatisme, hein, qu'on voit bien leur origine, hein, ici, mais c'est des minéraux qui se forment toujours dans les milieux réducteurs, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxygène là-bas, c'est pourquoi vous avez des sulfures. Dès qu'il y a présence d'oxygène, vous verrez que le sulfure se transforme en sulfate, hein, ce qui fait que ce sont des minéraux, hein, qui se forment en profondeur, et dès qu'on les met dans les conditions de surface, vous voyez que c'est des conditions d'oxygénation, hein. Vous avez ces minéraux, hein, qui s'altèrent très vite, hein, la pyrite, sulfure de fer, hein, la galène, sulfure de plomb. Puis aussi également, vous avez les oxydes et les hydroxydes que vous avez ici. Non seulement c'est des conditions oxydantes, mais c'est des conditions hydratées qui forment leur constitution. Et ce sont des minéraux très répandus à la surface de la Terre parce que le fer représente, avec l'aluminium et la silice, les cations les plus résistants par rapport à l'altération, hein, chimique. Donc ici, vous avez, hein, l'hématite et la goethite que vous avez ici à ce niveau. Donc, c'est toujours bon, même si vous ne pouvez pas retenir la formule exacte, mais retenir la formule et simplifiée, hein, de ces minéraux pour voir un peu, hein, dans quelle contribution, hein, ça pourrait avoir donc dans l'altération, hein, et pour être transformé en d'autres minéraux ici. Suivant. Alors, si je reprends, hein, ici, c'est juste toujours en guise de rappel, hein, que vous voyez, c'est parce que c'est une masse famille de roches qui est très importante, il faut bien les comprendre, hein, c'est pourquoi je reprends ici, par rapport aux conditions. Vous voyez l'olivine. L'olivine est l'un des minéraux silicatés qui se forment en premier lieu à très haute température. Vous voyez que la température dépasse 1000 degrés même, hein. Puis, plus la température baisse, vous avez les pyroxènes qui, qui se forment ici, puis les amphiboles qui se forment dans un champ de température relativement, hein, élevé ici. Mais en même temps que, hein, les pyroxènes, hein, le final des pyroxènes et l'amphibole se forment, vous voyez, la série des plagioclases aussi se forme, aussi en partant du pôle calcite vers le pôle sodique ici. Donc, vous voyez cette suite qui continue avec les biotites, hein, avec le quartz qui a une très grande qui se forme, au début, mais qui serait l'un des derniers minéraux à se former complètement. Et ça se poursuit, feldspath, muscovite, hein, jusqu'au quartz qui représente vraiment la terminaison finale, hein, de la suite réactionnelle de Bowen. C'est pourquoi, euh, avec ce schéma, hein, cette suite réactionnelle, on a pu classer les roches avec les roches ultramafiques. Ces roches ultramafiques, c'est des roches qui sont constituées beaucoup plus, hein, donc de péridot, c'est ce que vous avez vu, hein, donc en TP, hein, donc les péridotites, hein, qui n'ont pas d'équivalent volcanique parce que ça se forme uniquement en profondeur, hein, les péridotites. Vous avez les maphites, qui sont les roches basiques, hein. Vous avez les basaltes et les gabbros, hein, que vous avez, ce sont les roches maphiques ou bien roches basiques. Vous avez la série donc intermédiaire ici, qui est la série des diorites et andésites ici, et vous voyez que dans cette série intermédiaire, on peut commencer à avoir du quartz, alors que dans les roches maphiques, il n'y a pas de quartz, parce que le quartz ne cristallise pas dans ce domaine de température. Puis vous avez ce qu'on appelle les roches felsites, qui sont les roches acides, hein,
qui sont les roches vraiment sursaturées en silice, hein, que vous avez ici, qui est la grande famille des granites, hein, que vous avez, depuis les granites alcalins jusqu'aux granodiorites que vous voyez. Donc, c'est toujours bon de le repérer parce que ce sont en fait ces minéraux, hein, qui seraient en jeu dans les processus d'altération. Suivant. Alors, maintenant, tout ce que je disais, c'était vraiment par rapport au contexte général. C'est pour dire que on se retrouve dans un milieu qui est là, qui est à la surface de la Terre, qui subit des agressions, hein, de la Terre. Ces agressions, c'est l'eau, c'est le soleil, c'est la végétation, hein, c'est tout ce qui se passe, c'est l'homme, tout ce qui se passe à la surface de la Terre a donc subi cette dégradation. Donc ici, cette grande famille de roches, c'est une roche secondaire. Pourquoi secondaire? Parce que en amont, il y avait des roches, ou bien il y avait un fluide. Ce n'était pas quelque chose qui était inné, qui était là. Donc c'est vraiment une roche secondaire qui s'est formée à la surface de la Terre. C'est pourquoi on le met dans la catégorie des roches exogènes. Exo, ça veut dire extérieur, gène, ça veut dire genèse, hein? Et ce sont des roches, puisque ce sont des roches préexistantes, ce sont des roches secondaires. Effectivement, il devrait y avoir des roches primaires qu'on appelle des roches préexistantes, hein, qui peuvent être soit des roches magmatiques, soit des roches métamorphiques, soit des roches même sédimentaires. Donc, vous voyez que le processus sédimentaire que vous voyez, ce n'est pas un processus qui s'arrête quelque part. C'est un processus continu. Tant que le matériau est dans de nouvelles conditions de température, de pression, d'humidité, etc., il y a toujours une transformation qui se fait. Par contre, il y a cette autre catégorie qui se forme uniquement à partir de la solution. C'est ce qu'on appelle les roches de précipitation chimique. C'est des concentrations d'ions dans un milieu aquatique, hein. Ce milieu peut être lacustre, lagunette ou tout autre, mais c'est un plan d'eau, ou bien un milieu océanique, hein, qui permet donc à ces réactions de précipitation chimique de se passer. On va beaucoup le voir aussi également dans le texte. Toujours, hein, donc en guise d'introduction, là, c'est vraiment, ça couvre pratiquement l'ensemble de la surface, hein. C'est 75% ici de la côte. Vous voyez que c'est vraiment un ensemble, hein, très complexe. Pourquoi c'est 75%? Parce que même les roches métamorphiques et magmatiques qui se sont formées en profondeur commencent vraiment à se dégrader ici. Et vous voyez comment ces roches se forment. Les conditions de formation primaire de température et de pression, ces conditions de température et de pression, lors de la genèse de ces roches, hein, donc ces conditions ne prévalent plus à la surface de la Terre. À la surface de la Terre, hein, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de nouvelles conditions. C'est la température ambiante, hein, qui est là, que nous tous nous subissons, mais également c'est la pression atmosphérique que nous tous donc, nous subissons. Donc vous voyez que c'est de nouvelles conditions par rapport à la stabilité de ces minéraux, hein, premiers, hein, qui fait que ces minéraux parents ne peuvent plus être stables et deviennent instables et subissent vraiment l'attaque des agents d'altération ici à ce niveau, puisque sont instables, sont agressés, hein, et les facteurs d'agression, c'est quoi? L'atmosphère qui est là, hein, le vent agit, l'eau agit, la glace agit, le biotope, quand je dis biotope, c'est tout ce qui est vivant, hein, la faune, la flore, le micro-organisme ici, et même nous autres, nous contribuons à son instabilité ici. Vous voyez que euh, puisque c'est de nouvelles conditions, hein, cette instabilité, hein, fait que ce sont, hein, des matériaux qui sont instables maintenant et qui sont très vulnérables par rapport aux nouveaux facteurs, hein, aux nouvelles conditions, hein, d'existence de ces matériaux. Suivant.
Voilà. Et là où nous venons dans le grand processus, comment tout ça se forme. Hein? On va les voir de façon beaucoup plus détaillée, mais ce schéma global retrace tout ce qui se forme. Pour qu'une roche se dégrade, il faudrait que cette roche présente déjà des plans de faiblesse naturels, hein, ici à ce niveau. Et ces flancs de faiblesse naturelle, on les observe tout le temps à la surface de la Terre. Hein. Ce sont les plans de discontinuité. Ici, ce sont les failles, ce sont les fractures, ce sont les diaclases, ce sont les clivages, ce sont les schistosités. Hein. Tout ça, reflète des plans de faiblesse naturelle, hein, donc, de ces roches, de telle sorte que ouais, donc, ces plans de faiblesse naturelle ici vont subir la pression, hein, de la désagrégation mécanique. Par désagrégation mécanique, on peut entendre la température même. Hein, la température qui est là, qui, dès l'instant que ça fait très chaud, vous voyez que ces fractures, petites fractures qui étaient là augmenteraient de volume. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est les différences de climat. Si vous avez dans une région, hein, donc, un climat qui en hiver, où il fait de la glace ici, hein, cette glace entre ces flancs de faiblesse naturelle, vous voyez que, hein, c'est le fait que ces glaces, hein, le liquide se gonfle et se dégonfle par rapport à ces étapes, vous voyez que ça contribue à faciliter encore donc, le système, aussi bien au niveau des failles, au niveau des fissures, au niveau des schistosités, hein, que vous voyez ici. Donc, et également, tout ce qui est facteur donc, de gravité ici que vous avez. Donc, il faut que la roche qui présentait des plans de faiblesse naturelle soit attaquée mécaniquement pour être fragilisée. Puis vient par la suite l'attaque chimique qu'on appelle altération chimique. Alors, l'altération chimique, c'est l'altération la plus profonde parce que ça déstructure la charpente du minéral. Vous voyez que tous les minéraux ont une charpente qui est là. Dès que vous en prenez un ion, la charpente n'est plus stable. Et c'est là, hein, toute la logique, hein, la philosophie de l'altération ici vient dans un corps d'une composition chimique bien définie, suivant une charpente d'édifice bien définie, et ça vient prendre dans cette charpente, ce qui fait que hein, donc cette charpente n'est plus stabilisée. Il faut le voir comme ça. Hein, si vous avez un cube ou bien un tétraèdre quelque part, et vous prenez au sommet l'oxygène d'un des tétraèdres, vous n'en avez plus. Parce que ici, vous voyez que vous avez déstructuré, hein, c'est ce que vraiment l'altération joue ici à ce niveau. Il y en a plusieurs types, hein, on va le voir bien. Alors, une fois que cette roche subit ces deux altérations, altération mécanique, voilà, désagrégation mécanique, altération chimique que vous voyez ici, la roche n'est plus stable mécaniquement ici. Donc, peut se détacher facilement. Et ce détachement facile, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Donc, l'érosion, en fait, c'est une action, hein, donc, qui détache une particule, un morceau de roche, un morceau donc, de minéral d'une roche pour l'amener à un point B, hein, ici à ce niveau. Donc, l'action érosive, c'est vraiment l'action de détachement. Hein, tu as peut-être la gravité, donc le vent et autres ici. Et ici, on voit dans ce cas, hein, l'érosion qui se passe par juste un glissement de terrain. Parce que le terrain était suffisamment lourd et humide et son poids ne pouvait plus être supporté, ce qui fait que c'est un glissement. Puis vous avez tout ce qui est phénomène donc, de transport. Hein. Donc le transport, c'est toujours vers les points de basse altitude. Hein. Ça peut être sur le continent, ça peut être au fond des océans, ici. Donc, ce transport peut être court, ce transport peut être long, etc. On va faire toute une rubrique sur les transports, hein, que vous verrez bien. Aujourd'hui, on ne va pas attaquer les transports. Là, je vous le donne dans le cadre global du cours que vous avez ici. Et ces transports vont déposer les sédiments dans un bassin de sédimentation
ou bien au niveau donc, ou bien des fonds des océans. C'est la même chose. Ces particules que vous voyez ici peuvent être des particules physiques érolées, mais également peuvent être des ions qui se sont détachés à partir de l'altération chimique et qui ont été transportés par l'eau jusqu'au bassin de sédimentation. Donc, ce sont les deux qu'on prend en compte ici. Et on va beaucoup insister dans les prochains chapitres sur cette phase de transport que vous avez ici, de transport jusqu'au milieu des océans pour voir quelles sont les transformations qu'on subit ici à ce niveau. Suivant. Alors, je les reprends ici de façon littérale ici. La désagrégation mécanique se fait selon les plans de faiblesse des minéraux et des roches. On l'a dit, ce sont les schistosités, les plans de stratification, les linéaments, les fractures, les fissures, les failles qui se décrochent ici, et même la schistosité, parce qu'on voit que les minéraux comme les mica et autres se présentent sous forme donc, de lamelles. Vous avez aussi les minéraux comme les pyroxènes qui présentent deux clivages à 90 degrés, des minéraux comme l'amphibole qui présentent deux clivages à 120 degrés. Et tout ça, c'est des plans de désagrégation. Donc, c'est des plans de faiblesse naturelle qui sont utilisés, qui vont se dégrader facilement ici. Puis, vous avez l'altération chimique. C'est ça qui est très important parce que c'est un processus de mise en solution de cations et d'anions. Vous voyez, suivant plusieurs réactions. Vous les voyez, c'est ce qui est important ici, au niveau de l'altération chimique, on déstabilise la charmante, la constitution, le mode d'arrangement des cations et des anions, ici, de telle sorte que donc le minéral en question n'est plus stable ici à ce niveau. Donc, comme ce n'est plus stable, l'érosion maintenant, en troisième lieu, pourrait se permettre rapidement de détacher les particules qui sont instables et les amener donc, ailleurs ici à ce niveau. Donc, vous voyez, l'action érosive est une action uniquement donc de détachement. Donc, ce qui fait que le plus souvent, en termes communs qu'on utilise le plus souvent, donc, on dit en 1, 2 et 3 constitue la phase d'érosion. Effectivement, c'est tout ce qui est transformation jusqu'au détachement ici. Puis vient la phase de transport. La phase de transport, c'est vraiment par plusieurs voies. La gravité étant, même si c'est l'eau, même si c'est l'eau, même si c'est la glace, même si c'est le vent, la gravité est le premier facteur ici à ce niveau. L'eau qui est là. L'eau s'écoule par gravité, ici. Donc, c'est pourquoi que je mets toujours la gravité en premier lieu. Mais l'eau est un facteur qui agit beaucoup plus ici à ce niveau et qui transporte les sédiments donc d'un point à un autre. Vous avez le vent. Le vent, ici également, ça peut faire donc de grandes distances qui peut transformer les sédiments d'un point à un autre. Et vous avez les glaciers aussi. Donc, on ne les a pas donc, dans le cadre, un cas particulier du Sénégal, mais si vous voyez en Europe, dans les pays scandinaves, le transport par le mouvement des glaces, c'est très important et ça vous donne un type de sédiment très particulier qu'on appelle les moraines. C'est des sédiments qui sont issus du transport du sédiment. Puis vous avez la phase de dépôt. La phase de dépôt se fait toujours dans un bassin de sédimentation, c'est-à-dire un point bas. Je m'excuse du diapo, c'est pas bas, c'est point bas, ou bien au fond des océans, et c'est là que se sédimente. Et une fois qu'il y a ce dépôt, on parle de sédiments, mais pas encore de roches. On va beaucoup en parler, comment les sédiments se forment, quelle est leur constitution, parce que tout ça, ça fait partie
des processus sédimentaires ici. Et c'est un élément important, le fait de même voir les sédiments, hein, ça peut vous donner toute une histoire, hein, dans l'évolution donc, du milieu, dans le mode de transport, hein, qu'il y a ici à ce niveau, hein, les sédiments, sa granulométrie, etc. Toutes ces caractéristiques qu'on va voir, hein, qui permettent même de voir la dynamique de transport qu'il y a eu, hein, et quel est le mode de transport qu'il y a eu. Tout ça se lie à partir donc des sédiments qu'on peut examiner. Et la dernière étape, c'est la phase diagénétique, qui est la phase de transformation de la roche sédimentaire. Hein, une transformation qui donne, hein, qui donne les roches sédimentaires. Cette phase c'est la phase de consolidation, c'est la phase entre guillemets de cuisson, d'induration, hein, qui fait que ça passe de sédiment maintenant en roche sédimentaire. Voilà, suivant. Donc, on va passer en revue tous ces éléments. Et ce sont ces éléments que j'ai juste repris ici pour dire que ça part toujours d'une roche. Et vous voyez ici, la roche, ici, est anonyme. Ça peut être une roche magmatique, une roche métamorphique, ou bien même une roche sédimentaire. Ça veut dire qu'une même roche sédimentaire peut se reprendre encore ici, qui subit l'altération. Donc, les deux altérations, altération mécanique, altération chimique, qui subit l'érosion, détachement des particules que vous avez ici, qui subit le transport ici par les différents moyens que vous avez ici, qui subit la phase de sédimentation dans un bassin de sédimentation, ici, qui donne des lieux de sédiments, et qui subit la phase de diagénèse que vous avez ici, qui est la phase de maturation de la roche pour devenir une roche sédimentaire. Et dès l'instant que ça devient une roche sédimentaire, ça peut encore recontinuer. C'est juste pour marquer que une roche sédimentaire, hein, qui est exposée aux conditions de surface est en perpétuel changement. Dès l'instant que c'est exposé, ici dans les conditions de surface ou un peu dans les faibles profondeurs, vous voyez qu'il y a des transformations, hein, qui se continuent au fur et à mesure. Suivant. Alors, ce que j'ai montré dans le premier cas, c'est uniquement par rapport à ce qu'on appelle le processus sédimentaire classique. Hein. Si je reviens dans ce diagramme que je vais classifier, si tu retournes derrière pour le cycle, hein, ça c'est le cycle classique, hein, qui concerne beaucoup plus une grande famille de roches, c'est ce qu'on appelle la famille des roches terrigènes. Ici, c'est des roches qui ont subi des fragments de roches, des fragments de minéraux altérés, détachés, transportés, déposés. Hein, c'est vraiment ce qu'on appelle le processus classique de cycle des roches terrigènes qu'on va voir beaucoup plus quand on va parler de roches terrigènes. Par contre, le deuxième groupe, si vous venez sur le diapo qui suit, c'est uniquement les roches qui se sont formées en solution. C'est le prochain diapo. Ce sont des roches qui se sont formées à partir de solutions. Hein, parce que, vous voyez, vous avez les lacs, vous avez les estuaires, vous avez les lacs, vous avez les lagunes, hein, vous avez surtout le milieu océanique. Et une grande majorité des roches sédimentaires, hein, ce sont des roches qui se sont formées dans ces milieux aquatiques. Donc ici, vous verrez que l'apport détritique étant très faible, il peut y avoir, hein, juste sur les marges, hein, donc des océans, mais quand vous allez donc dans les profondeurs, vous ne pouvez pas avoir d'apport détritique. Quand je parle d'apport détritique, ce sont les apports qui proviennent des débris de roches qui ont été altérés dans le continent et transportés jusqu'au milieu océanique, ici. Hein, donc, vous verrez que ces apports détritiques vont juste se limiter, hein, donc, dans les premières profondeurs ici à ce niveau. Mais le principe qui est là, c'est uniquement la mise en solution de cations et d'anions, ici. Parce que
ces anions et cations ont été donc altérés avec des minéraux dissous, etc. Et tout ça, c'est dans un milieu. Et ces anions et ces cations vont être transportés dans un milieu aquatique. Ici, vous voyez, je ne fais pas de distinction entre aquatique continental et aquatique océanique. Aquatique continental, c'est les lacs, lagunes, estuaires. Mais on parle de milieu aquatique ici à ce niveau. Parce que l'ensemble des milieux aquatiques, donc le principal processus de transformation, ce sont les précipitations chimiques. Alors, il va se trouver que si ces ions sont transportés jusqu'en milieu aquatique et se concentrer jusqu'à être dans des conditions de sursaturation, vous l'avez bien vu en classe, en première année, quand vous faites la chimie, si vous avez une solution très concentrée, vous voyez un précipité qui tombe. C'est exactement le même processus ici. Le processus de précipitation chimique se fait toujours à une concentration sursaturée, donc de l'eau par rapport à ces ions, de telle sorte que vous avez un précipité chimique qui va se faire. Et ça aussi, c'est très important parce que ça vous donne une très grande catégorie de roches. C'est ce qu'on appelle les roches carbonatées. Tout ce qui est calcaire, dolomite, etc., se forme dans ce processus. Tout ce qui est roche siliceuse se forme dans ce processus. Tout ce qui est roche évaporitique aussi se fait donc dans ce processus. Vous voyez que c'est donc un autre cycle en parallèle, mais l'origine des ions, c'est toujours au niveau des minéraux de roches existantes. Même si c'est en océan, ici, l'origine de ces minéraux, c'est toujours dans le continent, avec carrément cette altération très intense, cet transport donc par voie aquatique, ce qui fait que les océans sont en charge perpétuelle de solutés, d'anions et de cations qui sont là. Donc, même le milieu océanique, que vous avez vu vous l'avez vu en premier semestre avec les tapis de basalte au niveau, donc à partir des rides médio-océaniques, mais tout le plancher, donc des fonds océaniques, c'est occupé par des sédiments que vous voyez ici et dont l'origine est primairement le continent ici. Allez-y. Alors, juste, voilà, toujours dans ce processus. Vous voyez, j'ai fait un sketch ici pour marquer que on peut se trouver dans des conditions très différentes dans le même milieu. Dans les temps anciens, ici, on avait ce qu'on appelle des transgressions marines, qu'il s'agit d'avancer du niveau de la mer sur des centaines de kilomètres, centaines de kilomètres. Et on a des régressions marines qui étaient des reculs du niveau de la mer également sur des centaines de kilomètres. Et ce schéma que vous voyez ici matérialise un peu ces chances de transgression et de régression marine. Transgression marine, le niveau de la mer était très haut et a avancé complètement à l'intérieur des terres. Ce qui fait que en une zone, par exemple, si vous trouvez sur la verticale ici, dans cette phase de transgression, le point qui était là était en eau profonde. Par contre, ici, si vous le mettez ici, lors de la phase de régression, vous l'avez ce point qui est à eau peu profonde. Vous avez un bel exemple aussi également ici. Ici, c'était en eau peu profonde. Quand vous avez une régression, vous l'avez, ce point dans la ligne de rivage est même continental. Vous voyez que cette fluctuation peut trouver plusieurs centaines de kilomètres. Et là, déjà, si vous prenez donc votre cours donc de première année avec la ride médio-océanique et surtout l'ouverture donc de l'océan Atlantique que vous avez eu, qu'on a décrit depuis les temps du Lias, donc le secondaire, qui montre un peu comment la mer s'était donc comportée lors des phases de transgression et de régression marine. Je tiens beaucoup plus à ça parce que tous les minéraux, toutes les roches des minéraux ont des conditions de formation, ont leur milieu de formation. Donc, vous voyez ici, toujours, on parle de milieu de formation.
Ici, on fait référence uniquement aux roches de précipitation chimique d'origine marine ici à ce niveau, transgressive et régressive. Donc, lorsqu'il y a une phase de transgression, vous verrez qu'il y a une catégorie de roches et de minéraux qui vont se former parce que la mer est très profonde. Ces minéraux, c'est leur condition initiale, voilà, idéale de se former. Lorsque le niveau de la mer est très bas, donc c'est des eaux peu profondes, vous voyez que c'est des conditions idéales pour certains minéraux de se former. Et même dans les eaux, si vous avez des eaux peu profondes, il y a même certains minéraux qui ne se forment que dans des conditions de milieu peu profond, mais agités, turbulents, hein, qui sont là. Donc, il y a l'identité des roches, l'identité des milieux qui nous permet déjà de nous projeter dans l'interprétation de la paléogéographie du milieu. Comment le milieu c'était? Est-ce que là où on est tous aujourd'hui, est-ce qu'on était dans la mer? À quelle période on a quitté la mer pour être continent, etc. Ou bien quel était le niveau de la mer dans ces périodes, etc. Est-ce qu'il s'agissait de mer profonde, de mer intermédiaire ou bien de mer peu profonde? Donc ces phases de transgression et de régression marine vont beaucoup nous apporter, parce que surtout au niveau donc, des roches de précipitation chimique, parce que ça reflète des conditions spécifiques de dépôt de certains minéraux que vous avez ici. Mais là, je voulais juste vous montrer, suivant un petit exemple, sketch que j'ai fait, je faisais aussi au tableau, comment se comporte. Donc, la transgression, c'est une avancée, de l'élévation du niveau de la mer, donc une avancée de la mer dans le continent, une pénétration de très loin dans le continent, et une régression, c'est vraiment un retrait de la mer, donc du continent ici, et ça se fait à partir du niveau de la mer, voilà, du niveau de la mer qui bouge à tout moment. On est à l'heure actuelle à un niveau de la mer durant la période du quaternaire qui est relativement stabilisée. Et même durant le quaternaire, le niveau de la mer n'était pas le même partout, durant les dernières phases du quaternaire. Ça me dit que ça a beaucoup bougé ici. Suivant. Alors, c'est juste pour remettre en cordon. Ça dit que ces roches de précipitation chimique ici, et des minéraux, qui ont leurs conditions de formation bien spécifiques. Donc, j'ai fait exprès de les lister ici. Les argiles, je ne parle pas des argiles d'altération, je parle des argiles de dépôt. Les argiles de dépôt se forment toujours du fait de leur très fine taille, de leur poids très fin, très léger. C'est leur milieu de prédilection pour se former, c'est des milieux profonds et calmes. Donc, il faudrait, parce que si ce n'est pas calme, la dimension de la particule ne peut pas tomber. C'est la loi de Stokes que vous avez vue en physique, ici à ce niveau, pour qu'il y ait une sédimentation. C'est ça parce que pour que la particule soit drainée au fond, donc il faut que le milieu soit très calme. Donc, ça veut dire qu'ici, les couches d'argile que vous avez ici, sur des grandes couches, je ne parle pas d'argile encore, je répète, je ne parle pas d'argile d'altération où c'est juste la roche qui s'est tapissée d'argile, mais je parle de couches d'argile. C'est vraiment son milieu de prédilection, son milieu de formation, c'est un milieu profond et calme. Les marnes, c'est un milieu intermédiaire, c'est-à-dire entre le profond et le superficiel, parce que les marnes, c'est un mélange d'argile, c'est une faciès intermédiaire entre l'argile et donc les calcaires ici. Par contre, les calcaires, ça se forme toujours dans les milieux aquatiques peu profonds. C'est pourquoi on les trouve même dans les milieux lacustres. Dans le milieu lacustre, lagunaire, vous avez vu en TP, on vous a montré des calcaires lacustres. Ici, ça veut dire que ça ne peut pas se former dans des milieux très profonds, ici à ce niveau. Alors, si vous avez par exemple des calcaires à oolite, également, les oolites, ça se forme en milieu océanique,
mais peu profond. Mais l'autre caractéristique dans les milieux, dans les zoolithes, c'est qu'il faut que ça soit peu profond et turbulent. Parce que les zoolithes, vous voyez que c'est un noyau qui est entouré d'un cortex, et ça, c'est fait suivant donc euh, le milieu turbulent. Et c'est la même chose pour les silex et les phosphates. Les silex et les phosphates, c'est toujours un milieu marin peu profond et turbulent ici. Donc, vous voyez que partout où on a des minéraux, des jugements de phosphate, on s'attend toujours que ça s'intercale dans les calcaires, parce que c'est exactement le même milieu de formation. C'est partout aussi où on a des phosphates, on pourrait s'attendre, si le milieu contenait de la silice, on pourrait s'attendre également à la présence donc, de silex, parce que vous voyez que c'est le même milieu de formation peu profond et turbulent ici. Les dolomites, je l'avais dit, c'est des milieux, parce que les dolomites, c'est une variété de carbonate, c'est un milieu peu profond, mais marin. Les dolomites, ça ne se forme jamais dans le milieu lacustre, ici à ce niveau. Par contre, les sables, vous voyez, les sables, c'est toujours, leur origine est toujours continentale. Mais vous pouvez avoir dans le fond des océans, dans le talus continental, la présence de sable. Mais cette présence de sable ne signifie pas que le sable dérive de là-bas. Le sable dérive du continent pour être transporté jusqu'à ce milieu. On va le voir quand on va faire le milieu. C'est pourquoi je dis apport terrigène dans un milieu océanique peu profond. Donc, l'apport est terrigène. Quand je dis terrigène, c'est continental, ici à ce niveau. Puis, vous avez tout ce qui est minéraux évaporités. Donc, ici, cette présence quand vous avez gypse, quand vous avez l'anhydrite, quand vous avez la halite, ça montre toujours que vous avez un milieu aquatique, donc continental. C'est-à-dire que c'est un lagune, je dirais même lagune, lagune, parce que les lagunes sont côtières, ou bien si vous avez un lac côtier, si vous avez un lac de Thau, si vous avez des estuaires, donc, parce que le processus ici, c'est un processus d'évaporation. Il faut que le plan d'eau soit très faible ici pour permettre donc à l'eau de s'évaporer. Et quand l'eau s'évapore, vous avez une reconcentration de la solution. Parce qu'ici, l'évaporation, c'est une prise de H2O. Et quand vous diminuez le volume de l'eau, donc la concentration des solutés augmente jusqu'à atteindre saturation avant de se précipiter ici. Puis vous avez les oxydes et les hydroxydes. Ça aussi, c'est très important. Donc, ça caractérise toujours un milieu continental chaud et très humide, parce que c'est l'altération qui est relativement poussée ici à ce niveau. Alors, j'ai quelque chose en bas que je vois un peu difficilement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici par la suite? Je vois parce que j'ai quelque chose qui me cache là ici. Euh, Voilà, vous avez les fossiles que vous avez ici, donc également. Ces fossiles, il y a deux choses. Ça permet, c'est un bon outil de datation relative, et même datation, je dirais semi-absolue, mais c'est plutôt une datation relative parce qu'il y a les fossiles qui sont bien calés stratigraphiquement par rapport à certaines périodes, mais aussi vous avez donc les fossiles qui permettent de déterminer ces milieux que vous avez, parce que dans tout ça, les fossiles ici, à ce niveau, ont des conditions de forme. Il y a des fossiles pélagiques, donc des fossiles benthiques, qui vous montrent le fond des océans, comment ça se fait ici à ce niveau. Donc, vous voyez que c'est un bon indicateur de milieu de dépôt parce que ce sont des êtres vivants qui sont comme nous. Certains vivent en eau uniquement chaude, donc, ça nous donne de la température dans le passé. D'autres vivent dans des conditions uniquement d'eau froide.
D'autres vivent dans des milieux profonds, d'autres dans des milieux moins profonds, d'autres dans des milieux voilà, peu profonds qu'il y a là. Donc, toujours, on peut les utiliser, comme on le dit en français, comme proxy pour retracer le climat qui avait prévalu hein, donc dans le temps. Et là, donc, vous avez aussi ce que j'ai sauté, les moraines. Hein, c'est un type de sédiment, c'est un type de sédiment hein, donc granulaire qui montre dont l'unique facteur de transport, c'est le mouvement des glaciers. Donc, qui dit mouvement des glaciers parle d'époque glaciaire, hein, qui sont là, d'époque très froide, hein, qu'on a ici dans le temps. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des indicateurs. Hein, c'est pour montrer que dans un bassin de sédimentation, on peut retracer hein, donc, la dynamique de l'histoire qu'il y a, comment s'était comportée la géographie dans le passé, hein, donc retracer son histoire, sa dynamique, hein, jusqu'à arriver hein, à l'heure actuelle. Suivant. Alors, comme je l'ai dit, hein, j'en ai juste, voilà, la paléogéographie, c'est la géographie dans le temps. Par exemple, là où on est, moi, je peux bien dire et valablement dire que durant la période du secondaire, nous, on était sur l'océan, et même l'océan profond, ici. C'était la période du secondaire. Et ça avait prévalu, cet océan, bah, à Dakar où nous sommes, donc durant la période, jusqu'à la fin de hein, donc, du secondaire, hein, on avait un milieu qui était relativement profond, ici à ce niveau. C'est après la fin du secondaire, hein, donc dans le tertiaire, qu'on a eu à commencer à avoir hein, donc un milieu aquatique peu profond parce que tout ce qui est calcaire et autres nous le dit. Donc, on arrive à reconstituer l'historique de notre milieu, l'histoire de notre milieu. C'est ce qu'on appelle la paléogéographie du milieu. Est-ce que notre milieu était continental auparavant? Est-ce que notre milieu de continental est passé le même point, hein, est passé au Mara? Est-ce que c'était un milieu lacustre lagunaire ici? Ou même est-ce que le milieu était désertique? Quand on dit désertique, c'est-à-dire que c'est le manque d'eau et l'élévation de température ici à ce niveau. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est là, hein, c'est un élément fondamental qui nous permet de retracer vraiment cette dynamique et qui a des conséquences vraiment très utiles. Ce n'est pas juste pour raconter de l'histoire, hein, mais qui a des éléments probants pour aller vers des recherches vraiment de quelque chose qui soit utile, hein, donc comme les matériaux utiles. Puis vous avez les époques géologiques, hein, parce que vous voyez que l'ensemble de ces formations hein, se sont formées et se sont mises en place hein, donc, suivant des périodes bien définies, dans le temps, dans le passé. Hein. On connaît l'histoire du bassin sénégalo-mauritanien, comme on connaît beaucoup d'histoires, vous l'avez vu dans tectonique des plaques, toutes hein, les océans, on vous a montré carrément hein, depuis hein, donc le Gondwana, comment les océans se sont partagés durant les époques pour permettre de connaître l'ensemble des bassins sédimentaires à l'échelle donc du monde. Alors, et ça aussi, cette époque géologique, on peut les reconstituer à partir des principes qu'on connaît tous. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà en première année, hein, c'est les fameux principes qu'on utilise en géologie. Un qui est le principe de superposition, c'est-à-dire que si rien ne se passe et que vous avez une succession de couches, la couche 1 suivie de la couche 2, suivie de la couche 3, donc de bas en haut, il est évident que la couche la plus vieille se trouve toujours en profondeur et la couche la plus récente en surface. C'est ça qu'on appelle le principe de supervision, de superposition. Ça suppose qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de tectonique qui change la disposition. Le principe de recoupement ou d'inclusion. Le recoupement ou d'inclusion, c'est ça.
si vous avez une structure et quelque chose vient recouper la structure, ça veut dire que c'est ce qui vient recouper la structure qui est toujours postérieur, parce que ça avait déjà vu une structure qui était là, à ce niveau. Hein, donc, par exemple, vous avez, hein, donc, c'est comme les failles. Si vous avez une série de couches qui est traversée par une faille, la faille est toujours postérieure à la couche, ici à ce niveau. Hein, c'est ça qu'on appelle le principe de recoupement. Si vous avez une inclusion de basalte ou bien de granit qui vient s'incruster dans une stratigraphie jusqu'à une certaine couche, hein, toute cette phase d'intrusion est toujours postérieure à la mise en place. Il faut que l'intrusion trouve l'architecture pour jouer son rôle ici. Ça, c'est le principe de recoupement. Le principe d'inclusion. Le principe d'inclusion, c'est quoi? Si vous avez un matériau qui contient des nodules, par exemple ici, hein, des matériaux qui contiennent des nodules autres, hein, les nodules nous disent que c'est la formation des nodules est toujours antérieure à la formation qui la contient. Hein. C'est le principe d'inclusion. Ce qui est inclus est toujours antérieur à la formation qui l'englobe. Hein, c'est ça le principe, parce que ça l'a ramassé quelque part, lors du dépôt, ça l'a amené et ça l'a mis, hein, donc, comme constituant dans sa formation. Le principe de continuité latérale, ça veut dire que si vous avez une couche, hein, vous imaginez que latéralement, cette couche se continue à l'infini, ici à ce niveau, pour pouvoir interpréter dans la région. Et le principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire que même si deux couches n'ont pas les mêmes types de roches, si les identités paléontologiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils contiennent hein, les mêmes fossiles, hein, donc ça nous permettrait non seulement donc de faire la datation, mais ça nous donne les conditions de formation qui sont là. Et en plus de ça, les identités de fossiles, les fossiles permettent la datation, hein, ici à ce niveau, la datation, hein, relative ici, à partir des feuilles. Et si on veut faire la datation euh, absolue, on utilise hein, donc les éléments radioactifs pour la datation donc, des roches. Donc vous voyez que cette même paléographie nous donne aussi une idée sur le paléoclimat. Tout ce qui est période humide dans le passé, tout ce qui est période sèche dans le passé, tout ce qui est période chaude dans le passé et tout ce qui est période froide dans le passé peut être analysé et interprété à partir de l'observation et de la mise en place des minéraux de ces roches. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, on fait une lecture vraiment du mode de formation de ces minéraux, une lecture du mode de formation de ces roches et des conditions de formation de ces roches pour tirer, hein, donc l'interprétation d'ordre paléoclimatique et l'interprétation d'ordre paléogéographique du milieu. Donc, on reconstitue le passé, hein, ici à ce niveau. Puis, vous avez en dernier lieu la stratigraphie. Hein. Donc, la stratigraphie, on va le voir, hein, c'est ici la disposition des couches, hein, suivant l'ordre lithologique, mais aussi hein, structural ici, à ce niveau. Donc, cette disposition des couches va beaucoup nous renseigner hein, sur l'histoire de la région. Alors, suivant. Alors, c'est ça que voilà, c'est ce principe stratigraphique et qui met en tout. Je vais beaucoup m'appesantir dans cette figure que j'ai conçue, hein, que j'aime toujours faire ici, à ce niveau. Vous avez une succession lithologique. Hein, les couches les plus anciennes en bas, hein, et de plus en plus, vous avez les couches les plus récentes vers le haut. Alors, si on regarde la constitution de ces couches, vous avez les sables à gypse qui s'est déposé en premier lieu. 2, vous avez les calcaires, ici. 3, vous avez les marbres. 4, vous avez les argiles. Alors, si on joue sur le milieu de formation, les sables à gypse, vous voyez, les sables, leur origine, c'est toujours continentale. Mais le gypse nous indique qu'on a un milieu
hein, continental, aquatique ou lagunaire, ici. Ça veut dire qu'ici, à la période du dépôt des sables, on était dans un milieu continental. Même si le lac, parce que le lac ou bien les lagunes, c'est un milieu continental. Donc, la mer n'avait pas, hein, envahi notre région durant cette période, durant la période du dépôt de 1. Puis, sans discontinuité, vous voyez que le plan stratigraphique est très clair, on passe à des calcaires. Les calcaires, comme on l'a dit, c'est une formation qui se dépose dans un milieu, hein, peu profond, ici, dans un milieu océanique peu profond. Là, on ne parle pas de calcaire lacustre, on parle uniquement de calcaire océanique, ici à ce niveau. Et dans la chaîne, dans la foulée, dépose les marnes. Les marnes, on a dit que c'est un milieu également, hein, intermédiaire, à profondeur intermédiaire, hein, marin ici également. Jusqu'aux argiles également, on a bien vu que les argiles se déposaient en milieu très profond et calme. Alors, si on suit la logique, hein, donc de ce mouvement ici, vous verrez que au moment du dépôt de 1, il y a eu le continent, puis ce continent, cette même région, a été envahi progressivement par l'eau de mer jusqu'à ce niveau, jusqu'à être très profond ici. Parce que le très profond, c'est les argiles qui se déposent ici. Et à partir donc des argiles, vous voyez qu'on revient à un niveau intermédiaire, ici, à ce niveau. Hein, parce que à un niveau peu profond, qui sont les calcaires ici. Ça veut dire que l'avancée très forte de la mer a dû régresser, ici à ce niveau. Donc, on s'est retrouvé entre une phase transgressive suivie d'une phase régressive, parce qu'ici, aussitôt, on a des roches qui se sont déposées en milieu peu profond ici, qui sont les calcaires. Et puis, vous voyez ici, après, il y a eu des sables continentaux. Donc, la région est redevenue continentale ici. Et vous voyez, entre la régression et que le milieu continental, on a ce qu'on appelle une surface de ravinement. C'est lorsque la mer s'est complètement revenue, hein, s'est complètement retirée, hein, il y a eu une intense phase d'érosion qui s'est passée, de telle sorte que cette phase d'érosion, hein, donc, a pris par un peu le toit donc, de cette formation. Donc, vous voyez, au-delà de la caractérisation, hein, donc, on peut jouer, hein, sur la paléogéographie du milieu qui était, hein, donc, lacustre lagunaire, donc continental lacustre lagunaire en premier lieu, qui est tombé, hein, donc progressivement en milieu marin suivant une phase progressive, transgressive jusqu'à dépôt de 4. Puis la mer commence à se retirer à partir donc de 4 et c'est revenu continental, hein, donc dans les sables. Donc on arrive à reconstituer la dynamique du niveau de la mer, on arrive à reconstituer le milieu de formation juste avec les indicateurs, hein, donc de ces minéraux, de ces roches qui sont là, qui traduisent le milieu de formation ici à ce niveau. Suivant. Alors, donc je vais faire juste une petite pause, hein, donc pour m'embarquer donc dans ce chapitre ici, parce que ça aussi également, ça joue un très grand rôle. Alors, Jim, allô Jim? Allô? Oui, prof. Hein? Oui, ça continue parce que j'ai vu, il reste 5 minutes à votre réunion. Non, non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, ça continue. Hein? Oui, mais je peux stopper
Comme ça, Voilà, tu vous peux stopper. continuez, quoi. On prend que, voilà, 10 minutes le temps, parce que c'est l'autre partie là qui c'est important aussi. Comme ça, tu le fais comme deuxième enregistrement, quoi.